Être tout seul quand on est entrepreneur, est-ce que c'est un frein, une liberté ou une angoisse, voire un challenge? Vous écoutez Tout seul, un podcast d'Orange pour les pros. Tout seul. Toute seule. Tout seul, oui. Toute seule. Tout seul. Toute seule. Toute seule. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous, partout en France, des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience, leur histoire. Aujourd'hui, nouvel épisode de Toute seule. On va retrouver Nathy Ngoy, fondatrice de Inaden. On est à Fontenay-sous-Bois, en région parisienne. Elle est pétillante, optimiste et engagée. On va la retrouver tout de suite. Bonjour Mathilde, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Oui, ça va, ça a été pour trouver? Ouais, tranquille. C'est juste à côté du Oui, RER, c'est vrai. parfait. Voilà. C'est calme. Et en fait, c'est un mix habitation et tout ça, là, ce que vous voyez, c'est des locaux de bureaux. D'accord. Ils essayent de faire une construction éco-responsable, des panneaux solaires en haut et tout. Donc vous allez voir, c'est un peu de chantier Ok. là où on est. C'est pas très grand le bureau. Et là, on est en train de préparer une boutique éphémère pour la semaine prochaine, donc c'est un peu le bazar. J'espère que ça va pas trop déranger. Je vais juste vous faire un peu de place. Je peux vous offrir un café déjà ou quelque chose? Ouais, c'est très bien. Un verre d'eau, ça ira déjà? Ouais. Ok, merci. Bonjour Nathy, merci de nous accueillir ici dans vos bureaux à Fontenay-sous-Bois. Nouveau bureau, flambant neuf. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter à nos auditeurs? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, Mathilde, merci de m'inviter. Donc, je suis Nathy Ngoy et je suis la créatrice de la marque Inaden, qui est une marque de maroquinerie optimiste et engagée, entièrement fabriquée en Éthiopie. C'est une marque que j'ai fondée en 2013. Vous n'avez pas toujours été entrepreneur avant ces 10 ans-là. Vous avez eu un autre passé professionnel. À quoi est-ce qu'il ressemblait? J'ai travaillé pendant 4 ans dans un grand cabinet de Loite, voilà. Mais j'étais sur la partie conseil, donc vraiment management de projet, conduite du changement. Déjà, je commençais à me poser des questions sur le sens de ce que je faisais. Et quand j'ai voulu me réorienter, changer un peu de l'angle, je dirais, de ma carrière, je suis allée du coup dans le milieu associatif à l'UCPA. Voilà, qui est une association dédiée au sport en fait. Et là, j'ai rejoint la direction générale et j'ai accompagné la transformation stratégique sur différents métiers. Et j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un petit déclic un jour en réunion où j'avais l'impression qu'on répétait les mêmes choses depuis maintenant plusieurs temps. Et je me suis dit, bon, peut-être que l'action, elle va passer par un projet perso qui me ressemble. Qui va être en phase avec mes valeurs. L'entrepreneuriat, c'est un peu présenté comme une évidence pour moi. Qu'est-ce qui se passe après? C'est le grand vide ou est-ce que vous aviez déjà préparé un bout d'idée? Oui. Alors, en fait, la réflexion, c'est vrai que je suis partie au bout de 3 ans et demi, 4 ans. Mais la réflexion, je l'avais déjà, ça faisait déjà peut-être 2 ans que je me posais des questions, quoi. Quand j'ai vu quand même assez vite qu'il y allait avoir des freins. Et donc, non, je suis pas partie du tout sans rien. J'ai pris le temps pendant mon poste de réfléchir au projet que je voulais faire. Moi, je voulais un projet du coup qui ait du sens pour moi, qui soit aligné avec qui je suis. De par mon histoire personnelle, mes origines, j'avais envie de faire un projet en lien avec le continent africain. Pas forcément du pays d'origine, de mes racines, parce que c'est pas forcément évident, mais je voulais vraiment avoir cette démarche de me dire je veux un projet qui a un impact en Afrique. Et j'avais déjà en fait identifié le fait que une marque mode, donc sur un produit de consommation plutôt premium, donc avec un beau produit qui soit fabriqué dans de bonnes conditions à partir de matières premières africaines, qui soit commercialisé au niveau international. Je me disais, là, il y a un créneau à prendre, parce que j'avais déjà identifié des marques qui étaient pionnières là-dedans. Et je me suis dit, on va essayer de copier le concept d'une marque qui a l'air de fonctionner, qui fait des baskets au Brésil et qui est pionnière, quoi. Et je me suis dit, si eux, ils sont capables de faire des baskets au Brésil, je pense qu'on peut faire des trucs en Afrique, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à réfléchir alors que j'étais en poste, identifier des produits. Donc, je suis partie sur la maroquinerie. Alors là, c'est très pragmatique, hein. Comme j'ai pas de compétences en style, le prêt-à-porter, ça me semblait très compliqué parce qu'il faut faire du stylisme, du modélisme, il y a une histoire de taille et tout. Je suis partie sur la maroquinerie, on est sur un beau produit, des belles matières. Et du coup, je me suis dit, je vais fabriquer des beaux sacs en Afrique. Et j'ai commencé à parler de ça
à des amis à moi, à la famille, tout le monde me prenait pour une folle. Mais pourquoi faire? Tu as un super job et tout, bon. Et vraiment, j'ai mûri l'idée et là, j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs qui entreprenaient en Afrique. Donc, j'ai rencontré un entrepreneur qui, lui, faisait des baskets au Cameroun. Et lors de la rencontre avec lui, donc ça faisait plusieurs années déjà qu'il faisait, il m'expliquait qu'il quittait le Cameroun pour aller en Éthiopie. Donc, je me suis dit, tiens, moi, je ne connaissais pas spécialement l'Éthiopie. J'ai commencé à m'y intéresser. Et alors que j'étais en poste, j'ai commencé à faire un premier voyage. Un deuxième voyage, voilà, on pourra en reparler. Et finalement, du coup, j'ai quand même commencé à construire mon projet avant de quitter mon job. Et quand j'ai quitté mon job, parce que c'était ça la question, hein, j'ai fait un grand détour, mais quand j'ai quitté mon job, en fait, j'avais déjà ma valise avec mes protos. Et je pense que j'ai dû poser ma dème un 3 octobre. Et le 4 octobre, je commençais à faire la tournée des boutiques à Paris pour présenter des modèles. Et j'ai eu mes premières commandes. En fait, après, ça s'est un peu accéléré. Mais voilà, donc j'ai pas eu de break, en fait. Vous me racontiez, lorsque nous préparions cet entretien, votre tout premier voyage en Afrique, quand vous êtes arrivé à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez le raconter aux auditeurs? Oui, alors mon tout premier voyage en Éthiopie, je connaissais un peu l'Afrique de l'Ouest, mais c'est vrai que quand je suis allée en Éthiopie, j'étais encore en poste, j'étais donc encore salariée, je pose des jours. Et je me dis, bon, Nati, voilà, t'as un projet en Éthiopie, t'as envie de bosser avec. Tu te dis, il y a des trucs à faire, faut y aller, quoi. À un moment donné, faire des trucs à distance, faire des trucs sur le papier et tout, c'est beau, mais faut y aller, quoi. Donc, je prends des jours, je réserve un hôtel, je prends mon billet d'avion. Et c'était pour 12 jours. Et je n'avais aucun contact là-bas. C'est-à-dire que j'avais pris des contacts comme ça un peu à distance, j'avais trouvé des ateliers à distance et voilà, je connaissais vraiment personne sur place. Et alors mon compagnon, il m'amène à l'aéroport et en fait là j'ai eu la peur de ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait je me suis retrouvée à l'aéroport avec mon compagnon qui me laisse et je me retrouve toute seule avec mon sac, ma valise pour aller dans un pays où je connais personne, je pars pas la langue et je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas en fait. Mais en fait je me suis retrouvée face à moi-même. Face à cette idée que j'avais, et il fallait assumer, quoi. Mais je me suis mise à pleurer, en fait. J'étais dans la queue là pour embarquer, je me suis mise à pleurer parce que je réalisais. Après, je me suis calmée, hein, une fois que dans l'avion, on a payé. Voilà, une fois qu'on est dans l'avion, on se dit bon, voilà, on y est. Et en fait, j'ai atterri et j'ai posé le pied à Addis. Et en fait. Et il s'est passé un vrai déclic en moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que oui, c'était possible, qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais en fait, quand on se rend compte, bah oui, on est capable de s'immerger, on est capable de discuter, d'échanger, d'évoluer. Et donc, j'ai passé 12 jours là-bas, sur place. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 12 jours alors? Alors, 12 jours, j'ai visité des premiers ateliers. Voilà, avec qui j'ai échangé, j'ai commencé à faire développer des premiers prototypes, j'ai visité des tanneries et j'ai beaucoup marché. J'ai beaucoup marché pour la simple et bonne raison qu'en fait je ne comprenais absolument rien au fonctionnement. Il y avait des taxis ou des minibus, donc je voyais bien qu'il y avait un moyen de transport, mais en fait ils avaient un système très particulier pour dire le nom des lignes, donc on montait, on descendait, et je me disais mais si je monte dans un bus, je ne sais pas où je vais arriver, donc laisse tomber, en fait, n'y va pas. Et donc, j'ai énormément marché et du coup, ça m'a permis aussi de prendre mes marques, quoi, je dirais de respirer la ville qui était polluée quand même et qui est bien polluée à l'époque, mais surtout, voilà, de m'imprégner. Qu'est-ce que ça donne, ces premiers échanges? Est-ce que vous... Alors déjà, vous ne parlez pas la langue, ça c'est une chose, mais il y a aussi des cultures de travail différentes, des cultures de business différentes. Ouais. Est-ce que vous en aviez conscience? Est-ce que vous en prenez conscience? À quoi ressemblent ces premiers échanges? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que je n'avais pas imaginé que ça pouvait être compliqué. Mais ça l'a été forcément parce que, oui, je parle pas la langue. En Éthiopie, on parle l'amharique. Après, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais.
Je dirais que dès qu'on parle avec des personnes qui ont fait des études supérieures, on parle anglais. Puis on se retrouve face à des gens qui parlent peut-être mieux anglais que nous-mêmes. Hein, donc, il y a aussi, nous, en tant que Français, moi, je parlais anglais, hein, mais je le baragouinais. Puis il y avait cette peur, voilà, quand on n'a pas parlé anglais. Bon, et puis à un moment donné, en fait, il faut parler anglais. Donc je me suis retrouvée à parler anglais, à me rendre compte que j'arrivais à me faire comprendre, que j'arrivais à avoir des discussions. Donc j'ai pas un anglais hyper parfait, fluent, quoi. Mais du coup, il y a ça à casser aussi, se dire non, mais de toute façon, il faut qu'on se comprenne. Et je me retrouve aussi face à des gens, et c'est ça qui est génial, parce que les complications ne sont pas forcément là où on s'y attend. Des gens qui ont envie de bosser, en fait, qui voient une opportunité et qui se disent ouais, c'est cool, en fait, il y a quelqu'un qui vient, qui a un projet, et je vois que je suis quand même... Mon idée, mon projet, moi je suis juste Nati, hein, on n'est pas une grosse boîte derrière. Je fais pas de promesses, de grosses commandes. En Afrique et dans beaucoup de pays, donc le continent, mais tous les pays africains, dès qu'on est dans un pays en voie de développement, voilà, l'entrepreneuriat, ça fait partie du style de vie, quoi. C'est un lifestyle. Hein. Vous avez des mamans qui, à la fin de la journée, elles sortent leurs friteuses devant leur maison, parce que voilà. Et donc, on est quand même dans cette logique où chacun essaye de monter son petit business, de se débrouiller, et donc il y a quand même une espèce de fluidité. Les gens sont à l'écoute. Il y a cette côté où tout est possible. On va vous dire tout de suite, oui, c'est possible, c'est possible. Voilà. Les complications, elles viennent après. Vous me demandiez pour les complications, elles viennent après, parce qu'au début, tout le monde veut dire oui, c'est possible. Après, vous grattez un peu, vous vous rendez compte que pour fabriquer, par exemple, pour produire des sacs en cuir, il faut du cuir, et donc il faut les commander aux tanneries, et donc il y a des minimums de production, et donc si vous voulez telle ou telle couleur ou telle finition, du coup vous vous retrouvez à devoir commander tel et tel volume, et là vous dites oulala, ça va pas être possible, moi je veux... et donc c'est là qu'on commence à chercher des solutions. Je pense que le fait d'être une femme, des fois on peut être un peu moins prise au sérieux. Dans quel sens? Parce que je sais pas, voilà, il y a une espèce de machisme quand même qui est là. Bon, voilà. Donc moi, avec mon petit tempérament, j'arrive quand même à m'imposer. J'ai vu, voilà, on était plusieurs. J'ai bien vu que les questions qu'on me posait n'étaient pas les mêmes que celles qu'on posait aux hommes. On travaille donc dans un pays qui est en Afrique, hein, donc qui a des contraintes d'électricité, par exemple. C'est bête, hein, mais nous, moi, je suis née, j'ai grandi en France, j'ai pas connu de panne d'électricité, hein. J'ai pas connu de coupure d'eau, j'ai pas connu des saisons de pluie qui peuvent ralentir, ne serait-ce que pour circuler dans la ville. Donc il y a toute une réalité, je dirais, contextuelle. Moi, j'ai passé des séjours là-bas où, genre, pour trouver une connexion Internet, c'était genre l'enfer. et là, vous êtes là, vous allez dans tous les hôtels du coin, vous payez des connexions, tout le monde dit ça fonctionne, et en fait, vous avez genre rien. Vous revenez de ce premier voyage, vous vous dites « Ok, c'est en Éthiopie que ça va se passer, ce projet-là ». Vous vous dites que c'est possible, surtout. Donc ça, c'est quand même aussi une grande victoire, et que votre projet n'est pas si loin de ce que vous imaginiez. Vous lancez votre structure, vous commencez toute seule. Oui. Vous présentez vos premiers prototypes en boutique. Oui. À quoi ont ressemblé les 5 premières années d'Inaden? Alors, ouais. Vraiment, quand je reviens de ce voyage, je me dis, ouais, je l'ai fait, donc c'est faisable, ça me conforte dans cette idée. Et là, je me dis que tout est possible. Et donc, ça a mûri un petit peu entre ce premier voyage, effectivement, le moment où je quitte mon entreprise, il se passe encore un an et demi, où je fais 1 ou 2 allers-retours. Et après, donc je quitte mon job, le lendemain, je commence déjà à pousser les portes des boutiques. Et après, ça va assez vite, en fait. Je me fais accompagner par une structure qui s'appelle BGE. Et en fait, je vais les voir parce que je me retrouve dans une situation un peu embêtante, c'est-à-dire que j'ai des commandes, j'ai des boutiques qui me disent ah mais c'est super comme produit, j'adore l'histoire. Donc moi j'allais les voir, on était en octobre, et c'était pour livrer, pour moi c'était pour l'été d'après, parce qu'il y a un décalage de saison dans la mode. Mais je sais pas, je trouve une quinzaine de boutiques à Paris.
Il me dit: «Ah, c'est super sympa ce que vous proposez et tout, l'histoire est géniale, le produit peut plaire, mais moi je vous veux à Noël». Et là je fais: «Oui pardon, ça va être possible. Moi c'est pour mars-avril, enfin le temps que j'aille». Enfin moi je me dis: «Mais comment je vais faire pour les livrer?» Et en fait, une première boutique me dit: «Ah, Noël». Moi je dis: «Bah non». Non, Bah, pas avril Noël. prochain. Une deuxième boutique, une troisième boutique, et puis au bout d'un moment, je me dis, bon là, toutes les boutiques, elles me font comprendre que c'est Noël, quoi, et que elles veulent mon produit. Et alors à l'époque, je prends cette décision, qui moi me paraît folle à l'époque, hein. Je lance une production de 300 pièces. Enfin, on parle de 300 pièces. À l'époque, pour moi, c'était genre waouh, 300 pièces. Aujourd'hui, je rigole un peu, quoi. Mais 300 pièces, je me dis, mais comment je. Et donc, je me dis, ça se précipite un peu, quoi. Et c'est pour ça que je disais que j'ai vraiment pas eu de break entre le moment où j'ai quitté mon job et le moment où finalement mon projet se concrétise. C'est qu'à un moment donné, du coup, j'ai des boutiques qui me disent, ok, c'est cool, on vous veut à Noël. Je check avec mon atelier, je dis, est-ce qu'on peut lancer une prod, 300 pièces et tout? Oui, oui, pas de problème. Le fameux. Le fameux pas de problème. Je me dis ok. Donc du coup je me dis bon bah il faut que je book un vol en urgence, parce qu'il faut que je puisse aller là-bas, il faut que je check la prod, il faut que je pilote, il faut que je puisse livrer avant, parce qu'en fait quand on dit Noël, en fait c'est avant Noël. Bien sûr. Il faut livrer en fait mi-novembre au plus tard, quoi. Donc en fait j'avais 3 semaines, un mois, quoi. C'était un peu sport. Et donc moi je book, on va dire, toute la partie production, et puis à un moment donné je me dis mais en fait j'ai pas créé de structure juridique. En fait, je ne suis pas une entreprise, parce que du coup, les boutiques me disent, ah mais c'est super, quand je leur dis oui, je peux vous livrer fin novembre. Ah oui, c'est super, voilà, vous me faites la facture et tout. Et je fais, ah oui, c'est vrai. La quoi? La quoi? Et moi, je me dis, ouh. Et donc là, voilà, je fais une petite recherche, je vois que la BGE accompagne des créateurs d'entreprises. Je me dis, je vais les voir, je leur dis, bon voilà, je suis en train de monter un business, j'ai déjà des commandes. Oh, mais venez. Super. Donc du coup, je me fais accompagner par eux, et c'est vrai que voilà, la première année, ça dure, je pense, un an, un peu moins d'un an et demi. Ça a été vraiment un plus parce que j'ai pu moi me concentrer sur l'Éthiopie, donc ma production et le commercial. Et donc vraiment la première année, ça a été ça. Ça a été de trouver des points de vente, ça a été voilà, ça a été de choper des boutiques. Et je faisais vraiment ma commerciale. Enfin, j'ai appris ce job de commercial sur le terrain. Moi, j'avais jamais fait ça avant. Et vous avez tenu les délais alors pour Noël? Et donc, on a tenu les délais. Waouh, Oui, waouh, oui, waouh. c'est vrai pour la petite histoire. Du coup, on a livré, et ça a super bien marché. Et du coup, ces boutiques-là de Paris, du coup, ça a fonctionné pour elles. Pareil, la chance que j'avais et que j'ai eue, c'est que en fait, les premières commandes que j'ai eues, c'était des vraies commandes. Il y a beaucoup de gens qui démarrent dans la mode, enfin, ou qui proposent des produits lifestyle. Souvent, on leur propose du dépôt. Moi, et c'est aussi ce qui a fait que finalement, peut-être que ça m'a vraiment donné confiance dans mon produit, dans l'histoire, c'est que j'avais des boutiques. Alors, voilà, on parle de 300 pièces. C'est là où je réalise avec le recul, c'était pas des commandes pour elles, c'était pas non plus dingue, quoi. Mais pour moi, je me disais, c'est fou, quoi. Les gens sont prêts, ils sont là, ils achètent. Et du coup, quand j'allais voir d'autres boutiques et que je présentais, pour moi, c'était une évidence qu'en fait, on achetait mes produits, quoi. Donc, quand on commençait à me parler de dépôt et tout, je disais, bah non. Bon, j'ai eu quelques exceptions, bien sûr. Il y a des, voilà, il faut aussi être malléable. Est-ce que tout se passe comme vous l'aviez imaginé? Mais jamais, jamais rien ne se passe comme on l'imagine. Je veux dire, ce serait trop beau. Peut-être un peu ennuyeux aussi, mais non. Voilà, tout de suite, très rapidement, j'ai compris que les dates de livraison que je donnais aux boutiques, il fallait que moi, je me laisse une période tampon. Moi, mon vrai sujet, c'était la qualité, parce que quand vous montrez des échantillons, des prototypes, c'est beau, c'est parfait. Vous passez en production, il faut que ce soit parfait de la pièce numéro 1 à la pièce numéro 500, en fait. Et c'est ça le plus dur. Je dirais qu'il y a un rappel à la réalité, quoi. Les gens, là-bas, ils ont d'autres priorités. Enfin, ils ont des priorités, manger, pouvoir se soigner, enfin des besoins de base, quoi. Et donc, du coup, quand on arrive avec nos niveaux d'exigence, des choses qui pour nous sont hyper importantes en termes de qualité, pour eux, ça semble pas très grave de dégrader un peu ou de trouver des alternatives, parce qu'ils se disent, bon, bah, ça change pas grand-chose, en fait. Je pense qu'on redevient un peu humble, parce qu'on se dit, oui, effectivement, nous, on vient avec notre regard
occidentale. Pareil, une anecdote, quoi. Je me retrouve avec des femmes, il n'y avait pas assez de sièges. Donc, elles travaillaient sur des casiers, type où on met des bouteilles, donc hyper pas confortable. Puis moi, j'ai passé des journées aussi assise dessus, donc je sais que c'est pas confortable. Parce que quand je suis à l'atelier, pour le coup, je suis à l'atelier, quoi. Et c'est aussi ça qui a joué, et je pense que c'est aussi ça qui a joué dans ma relation avec mes ateliers. C'est que je suis pas arrivée en terrain conquis. Je suis pas arrivée comme une cliente lambda qui vient, qui passe la commande et qui repart. Des fois, je l'ai regretté. Parce que du coup, des fois, il n'y a plus d'étanchéité, enfin, en termes de positionnement, ça devient trop friendly et du coup, on est obligé de faire tout le temps des compromis parce que du coup, on doit toujours comprendre et du coup, se repositionner en tant que client parce que c'est normal, on paye quand même, moi je paye ma marchandise, on me la donne pas et du coup, c'est vrai que moi je mettais un point d'honneur à connaître les gens qui travaillaient, donc je demandais le prénom des personnes, je m'intéressais aux personnes. C'était important pour moi, ça faisait vraiment partie de comment je voyais la marque. Mais il y a aussi les travers. Donc il y a plein de choses positives. C'est ce qui m'a permis, je pense, d'avoir une vraie relation de confiance avec les gens qui travaillaient. Ça m'a permis d'avoir un investissement des personnes qui travaillaient parce que les personnes voyaient que j'étais là. Et j'étais là aussi quand on faisait de l'overtime parce qu'on était en retard. Je restais le soir, je venais le samedi, je venais le dimanche. Ce soir de casier, je dis mais il faut des chaises. On me dit ouh c'est pas grave, mais même elle, hein. Oh mais c'est pas grave. À un moment donné, j'ai dit non c'est pas possible quoi. Donc on a trouvé des sacs et j'ai dit il y a des machines à coudre, on prend des sacs là, on remplit, on les rembourre et on fait des. Au début tout le monde se moquait de moi quoi. Genre c'était ma lubie, j'ai arrêté la prod pour faire ça. Vous pensez que ça vous a pris combien de temps, enfin, au bout de combien de temps est-ce que vous étiez tranquille ou plus sereine sur la manière dont les productions allaient se dérouler? Je pense que ça s'est compté en 2-3 ans. 3 ans. Déjà parce que j'ai quand même changé d'atelier aussi. Enfin, il y a cette réalité-là. Hein. Même j'ai dû changer d'atelier, même au bout de 3 ans, quand j'avais trouvé un peu un rythme de croisière, etc. J'ai pris c'est des décisions aussi qui sont difficiles parce que vous rentrez dans une entreprise, un atelier, vous rencontrez des personnes, vous les formez d'une certaine façon, vous investissez émotionnellement, forcément. Et à un moment donné, business is business. Moi, par exemple, à un moment donné, même commercialement, j'avais peur d'aller voir trop grand parce que je me disais, mais si je prends plus grand, est-ce que je vais vraiment suivre la prod, quoi? Et donc, je peux donner ma confiance parce que l'atelier que j'ai quitté, j'ai passé presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Donc ça a été une décision très difficile, mais c'est la fameuse fois où en fait je me suis retrouvée à partir en catastrophe parce qu'ils n'avaient pas démarré une prod alors que je devais livrer dans 2 semaines quoi. Et là ça a été la goutte de trop. Je me suis dit non c'est pas possible, c'est pas sérieux, ils peuvent pas me faire ça après justement toutes ces années passées ensemble, tout ça. Donc bon. Eux aussi, c'était une entreprise, ils avaient d'autres choix, de priorités, il y avait des gens qui arrivaient, enfin, ça peut se comprendre, mais moi, je voulais pas pâtir de cette situation. Et donc, j'ai pris cette décision très difficile de changer. Mais du coup, l'avoir fait une fois, on se dit, ouais, en fait, c'est possible. C'est possible. Ça fait beaucoup de travail pour vous toute seule. Est-ce que vous avez eu de l'aide ou est-ce que vraiment c'était seul au monde? J'ai été longtemps seule au monde, ouais. Ouais, j'ai été longtemps seule au monde. J'ai bien fait, je dirais, 5-6 ans seule. Bien sûr, j'ai eu des petites aides ponctuelles, j'ai pris des stagiaires, j'ai des freelances avec qui sur des sujets. Voilà. En fait, j'étais tellement pris dans un engrenage de faut aller voir les boutiques, je prenais mes commandes, après il fallait que je lance mes productions, je voyais pas qui je pouvais emmener. J'ai jamais trouvé vraiment la perle rare ou quelqu'un qui peut suivre vraiment mes productions comme je le veux. Donc je me suis retrouvée en fait à me dire tout repose sur moi. Mais je pense que c'est aussi ce syndrome d'entrepreneur, hein. Très honnêtement, avec le recul aujourd'hui, je me dis non, en fait, j'aurais pu faire le choix de faire grandir l'équipe en interne plus rapidement pour déléguer certaines choses. Et là où ça a commencé à changer, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu déléguer justement cette partie commerciale. Donc j'ai voulu travailler avec des agents. Ça s'est pas forcément passé comme pareil, je me suis dit je vais déléguer ça à des agents commerciaux, c'est leur job, ils ont des showrooms, ils vont pouvoir faire 10 fois mieux que moi, hein, parce que moi j'ai fait tout un peu à la mano. Finalement ça n'a pas donné les résultats que je voulais, donc je me suis rendu compte que déléguer c'est bien, mais
Du coup, on n'a pas toujours les résultats et tout. Il faut trouver les bonnes personnes. Faut trouver les bonnes personnes. Bon, voilà. Et puis, après, j'ai commencé à me tourner vers le digital parce que justement, à un moment donné, ça commençait à devenir lourd de gérer ce réseau de plus de 100 revendeurs France, Suisse, Internet. Parce que vraiment, je suis allée en Suisse, en Belgique, j'ai bougé, quoi. Vraiment, l'idée, c'était de développer la marque. Et juste à un moment donné, c'est un rythme. Moi, j'ai passé des années à dormir avec une boule au ventre. Et c'est pour ça que je disais que j'avais délaissé pas mal de choses sur la com, le Facebook, tout ça, parce que j'avais déjà bien assez à faire. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut vraiment que je commence à m'intéresser au digital, quoi. Je me suis dit, là, mes sacs, ça se vend bien en boutique, c'est beaucoup d'énergie. Je pense que si j'arrive à les vendre en ligne, peut-être que du coup, ça me permettrait de réduire un peu ce niveau, justement, de boulot, quoi. Encore une fois, voilà, toute seule, parce que j'aime bien, en plus j'ai un côté un peu autodidacte, donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ça, Facebook, Instagram, le site internet et tout. J'ai eu des résultats, ça a commencé à prendre, je me suis dit, c'est génial et tout. Et c'est là aussi que j'ai pris mesure de l'ampleur du retard que j'avais pris sur plein de choses, parce que finalement la marque avait peut-être déjà 5 ans, mais j'avais pas vraiment travaillé toute cette partie-là. Et c'est vrai qu'on communique pas de la même façon auprès de ces revendeurs pros qu'auprès des clients finaux, quoi. Le Covid est passé par là, ça a été une grosse remise en question, parce que du coup, beaucoup de boutiques qui ferment, beaucoup de boutiques qui sont beaucoup plus frileuses dans la façon de commander, de prendre... Voilà. Et moi, j'étais dans le questionnement de qu'est-ce que je veux demain. Est-ce que finalement, je veux que mes 5 prochaines années ressemblent aux 5 dernières. Enfin, il y avait un peu cette question-là, quoi. Et la réponse était non. Là où j'ai pris la décision de me dire il faut que je recrute une équipe, j'ai fait le point sur mes compétences, ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, là où j'étais forte, là où j'étais moins forte. Et je me suis dit, ok, j'ai besoin d'un coup de pouce vraiment sur la partie communication. Je pense qu'il faut que je travaille la visibilité de la marque, enfin tous ces trucs-là. Le challenge, c'est comment on fait pour déléguer. Et puis je pense que déléguer, et puis surtout avec 10 ans presque de passif. Quand vous n'avez pas délégué pendant 10 ans, c'est pas si simple. Il y a cette envie que d'autres aussi puissent porter la marque, la faire rayonner, parce que je pense que c'est important. À un moment donné, on comprend les limites d'être tout seul, quoi. Et des fois, il faut accepter que voilà, c'est pas forcément parfait, mais au moins c'est fait. Moi, c'est un truc qui suis très perfectionniste, voilà, toujours été avec Inaden. En montant mon entreprise, il y a eu des moments où j'ai accepté de me dire ok, c'est pas parfait, mais c'est fait. Ça a le mérite d'être fait. Et donc, j'avance. Ces recrutements, ça a été aussi l'occasion de moi me poser et de me dire ok, Inaden, c'est quoi? Parce qu'au départ, c'était fabriquer des sacs en Afrique, mais c'est plus que ça, au fond. Moi, je le savais, je le sentais, mais j'avais jamais mis des mots dessus. Qu'est-ce qu'on souhaite à Inaden, du coup, pour les prochaines 10 années qui vont suivre? On souhaite le meilleur à Inaden. Plein de projets, des collections. Voilà, des nouveautés, toujours un atelier. Moi, mon ambition, c'est vraiment de faire travailler des artisans, donc de continuer à développer des beaux produits en Afrique. Alors là, je travaille avec l'Éthiopie, mais j'ai commencé des choses au Niger, pourquoi pas aller ailleurs. Enfin, vraiment, voilà, s'il y a 10 ans, Inaden est là, j'ai envie que la marque puisse proposer de la maroquinerie, mais pourquoi pas d'autres choses, qui seraient toujours dans cette identité du Made in Africa. Et j'ai envie de lui souhaiter une belle équipe, voilà, avec des personnes qui intègrent les valeurs, qui les comprennent, qui ont envie de les défendre. Et puis une visibilité aussi, je pense, peut-être, parce que la marque a été, pendant les 10 premières années, très confidentielle, malgré une extension, je dirais, géographique, parce qu'on a eu des points de vente un peu partout, mais qui reste quand même confidentielle. Et je pense que l'histoire que la marque défend, elle mérite d'être entendue. Et ça peut aussi inspirer d'autres parcours. Montrer que c'est possible, en fait. C'est possible de faire les choses autrement, c'est possible de créer de la valeur, c'est possible de changer un peu les choses. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Mathilde. Vous écoutiez Tout Seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, Tout Seul ne pourrait pas exister.
Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours? Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.